Alors bonjour et bienvenue mes chers élèves. Je vous représente ici ou bien aujourd'hui le chapitre intitulé Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Bien sûr, ce chapitre est inclus dans le programme des options SVT, sciences physiques, sciences maths et sciences agronomiques. Cette présentation est préparée par moi-même, M. Mounadi Idrissi Amin, et a été proposée par M. l'inspecteur Hassan Tajni. Alors, cette représentation sera traitée sur le plan suivant. D'abord, je vais vous donner quelques notions de base à propos de ce chapitre, et puis je vais détailler les cas possibles du monohybridisme ainsi que le dihybridisme, et puis je vais vous donner une fiche méthode dans laquelle je vais vous donner les principales étapes pour l'étude d'un exercice à propos de ce chapitre, et je termine par des exercices d'application. Alors, parmi les notions de base que vous devriez connaître normalement dans ce chapitre, la notion de caractère héréditaire. Alors, un caractère héréditaire est un caractère qui se transmet d'une génération à une autre. Ce caractère héréditaire est contrôlé par un gène qui occupe une place bien précise sur un chromosome. Cette place est appelée locus. Donc, le gène est un fragment d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire bien précis. D'accord? Donc, chaque gène a plusieurs formes appelées allèles. Donc, l'allèle est une version du gène. Parmi les notions aussi, vous devriez connaître le génotype. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un génotype? Donc, c'est un ensemble de gènes, des caractères héréditaires étudiés. On le représente comme suit par deux traits et deux lettres. Les deux traits représentent deux chromosomes homologues. Les deux lettres représentent les deux allèles qui peuvent être identiques ou bien différents, comme dans ce cas grand A et petit a. Alors, un génotype peut être homozygote ou bien hétérozygote. On parle d'un génotype homozygote si un individu contient des allèles qui sont identiques, par exemple grand A ou bien petit a. Un génotype peut être aussi hétérozygote ou bien hybride. Donc, c'est le cas où on a deux allèles qui sont différents, grand A et petit a. Une autre notion à savoir le phénotype. Donc, le phénotype est un ensemble de caractères résultant de l'expression de génotype. On représente le phénotype par la première lettre du nom du caractère étudié entre deux crochets, par exemple grand A entre deux crochets ou bien petit a entre deux crochets. Dans la deuxième partie du monohybridisme, il faut d'abord connaître, avant de connaître les principaux cas du monohybridisme, il faut d'abord connaître les deux premières lois de Mendel. Donc, la première loi de Mendel est appelée la loi d'uniformité des hybrides, qui dit que les individus hybrides de la génération F1, issus du croisement des deux lignées pures différentes par un caractère, sont uniformes. Ils ont un même génotype. Bien sûr, c'est un génotype qui est hétérozygote et un même phénotype qui peut être dominant ou bien intermédiaire, ça dépend des cas. Notez bien, cette première loi n'est applicable que dans le cas de la génétique autosomique, c'est-à-dire la génétique non liée au sexe. C'est bon? Alors, pour la deuxième loi de Mendel, appelée la loi de pureté des gamètes, donc cette deuxième loi dit que les allèles d'un gène se séparent au cours de la formation des gamètes, c'est-à-dire pendant la méiose, de telle sorte que chaque gamète ne contient qu'un seul allèle pour chaque caractère. C'est-à-dire si on étudie un seul caractère, on doit trouver un seul allèle dans les gamètes. Si on étudie deux caractères, on doit trouver deux allèles dans les gamètes. Notez bien, cette deuxième loi est toujours applicable dans la génétique mendélienne, mais elle n'est pas applicable dans les aberrations ou bien dans les anomalies chromosomiques incluses dans le programme des sciences maths et des SVT.
Alors, parmi les cas qu'on trouve dans le monohybridisme, on a l'hérédité autosomique, c'est-à-dire le cas des gènes non liés au sexe. On trouve soit le cas d'une dominance absolue. Dans le cas d'une dominance absolue, donc le croisement entre deux individus de race pure donne généralement une génération F1 qui est homogène et hybride et de phénotype qui ressemble à l'un des deux parents qui dit le phénotype dominant. Le deuxième croisement entre les individus de F1 donne toujours les proportions suivantes, 75% dominant et 25% récessif. Donc voici un deuxième cas qui est un cas exceptionnel de la dominance absolue. Ce cas est appelé le cas d'un gène létal. Dans ce cas, on trouve généralement les deux proportions suivantes. Donc on trouve 2/3 du phénotype dominant et 1/3 du phénotype récessif. Bien sûr, ces résultats, on les trouve à partir d'un croisement entre deux individus de F1. C'est bon? Donc, et généralement, dans ce cas du gène létal, toujours le génotype homozygote dominant est létal. Prenons un exemple d'un caractère ou bien d'un gène qui est présenté par deux allèles grand A et petit a. Donc, le génotype homozygote dominant, c'est-à-dire le génotype grand A, sera le génotype létal. Dans le deuxième cas de l'hérédité autosomique, c'est-à-dire non liée au sexe, on parle du cas de codominance. Dans ce cas, le premier croisement entre deux individus de race pure donne une génération d'individus de F1 homogène, hybride, mais avec un phénotype intermédiaire. Donc vous avez déjà vu dans le cours que le croisement entre des plantes à fleurs rouges et des plantes à fleurs blanches donne des plantes à fleurs roses, 100% des plantes à fleurs roses. Le deuxième croisement entre les individus de F1, c'est-à-dire de la première génération, donne 3 phénotypes. 50% pour les phénotypes intermédiaires, ou bien 2/4, 25% ou bien 1/4 pour le phénotype dominant numéro 1 et 25% ou bien 1/4 pour le phénotype dominant numéro 2. Alors, pour le quatrième cas, donc on a vu jusqu'à maintenant 3 cas dans l'hérédité, dans le monohybridisme. On a vu jusqu'à maintenant 3 cas. Donc, le premier cas, c'est la dominance absolue. Deuxième cas, c'est le cas d'un gène létal. Troisième cas, c'est la codominance. Alors, comme quatrième cas et dernier cas dans le monohybridisme, on trouve l'hérédité liée au sexe, c'est-à-dire le cas d'un gène lié au sexe. Alors, pour savoir qu'un gène est lié au sexe, on doit trouver l'une des trois preuves suivantes. D'accord? Donc, la première chose qu'on peut trouver, donc si la première loi de Mendel n'est pas applicable malgré que les parents sont de race pure. Alors, c'est une exception de la première loi de Mendel. Par exemple, si vous trouvez dans un exercice que le croisement entre deux parents de race pure donne des résultats qui ne sont pas homogènes, alors le gène étudié, ou bien le caractère étudié est lié au sexe, est bien sûr porté par le chromosome X, parce que le caractère est apparent chez les mâles et les femelles. La deuxième chose que vous pouvez trouver, c'est les deux croisements réciproques donnent des résultats différents. Par exemple, un premier croisement entre un mâle de couleur rouge et une femelle de couleur blanche. Bien sûr, les deux sont de race pure, dont un résultat R1 et le croisement entre un mâle blanc et une femelle rouge, dont un deuxième résultat R2 et les deux résultats sont différents. Dans ce cas, on parle d'un gène lié au sexe. Dans le troisième cas, si vous trouvez un phénotype mâle qui se transmet vers les femelles de F1, c'est-à-dire vers ses filles, c'est-à-dire que la transmission du caractère se réalise du mâle vers ses filles, ou bien du père vers ses filles. Et le phénotype de la femelle, c'est-à-dire de la mère, se transmet vers ses fils, c'est-à-dire ses garçons. Alors, on parle de gènes liés au sexe. Dans ce cas, on parle, ou bien on appelle ce cas la génétique croisée.
Alors, un autre croisement qui s'inclut dans le cas de monohybridisme, c'est le croisement test ou bien le test cross. Donc, c'est quoi le test cross? C'est un croisement entre un individu de phénotype dominant et bien sûr un génotype inconnu et un individu de phénotype récessif et génotype connu, bien sûr homozygote, parce que le phénotype récessif donne toujours un génotype qui est homozygote. Alors, si le résultat obtenu du croisement test est homogène, l'individu de phénotype dominant est homozygote, c'est-à-dire de race pure. Et si le résultat obtenu est hétérogène, c'est-à-dire 50% du phénotype dominant et 50% du phénotype récessif, l'individu de phénotype dominant est hétérozygote, c'est-à-dire hybride. Donc, c'est tout ce que vous devriez savoir normalement dans le cas du monohybridisme. Passons maintenant au cas du dihybridisme. Alors, dans le cas du dihybridisme, vous devriez d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire, ou bien qu'est-ce qu'il dit la troisième loi de Mendel. Alors, la troisième loi de Mendel est appelée la loi de ségrégation indépendante des couples d'allèles, c'est-à-dire dans le cas de dihybridisme, voire plus, c'est-à-dire trihybridisme, etc. La disjonction de divers couples d'allèles se fait de manière indépendante et les allèles de chaque gène sont transmis indépendamment des allèles des autres gènes. C'est-à-dire, dans ce cas, grand A peut se rassembler ou bien s'associer avec petit b ou bien grand B. Ainsi, petit a peut s'associer avec grand B ou bien petit b. Alors, cette troisième loi de Mendel n'est applicable que dans le cas où les deux gènes sont indépendants, mais elle n'est pas applicable dans le cas où les deux gènes sont liés. Alors, pour savoir si les deux gènes sont indépendants ou bien liés, on recourt à l'un des deux croisements. Soit on a un croisement entre F1 et F1, ou bien un back cross qui est un cas exceptionnel du test cross. Prenons le premier cas, ou bien le premier croisement qui est F1 fois F1. Donc, si on réalise un croisement de F1 fois F1, on recourt au résultat du monohybridisme. Alors, quels sont les résultats du monohybridisme? Donc, on trouve soit 1 sur 4, 3 sur 4 pour la dominance absolue, ou bien 1 sur 3, 2 sur 3 pour le cas du gène létal, ou bien 1 sur 4, 1 sur 4 et 2 sur 4 pour le cas de la codominance. Et donc, si vous êtes tombé dans un cas du dihybridisme, donc vous devriez savoir d'abord quel est le cas de chaque gène ou bien de chaque caractère. Donc, par exemple, est-ce que vous avez un gène où il y a une dominance absolue et un gène où vous avez un gène létal? Dans ce cas, normalement, si vous trouvez ces proportions, ces 4 proportions, 1 sur 12, 2 sur 12, 3 sur 12 et 6 sur 12, les deux gènes sont indépendants. Si vous trouvez un résultat différent, les deux gènes sont liés. Prenons un autre exemple. Si on a une codominance pour le premier gène, ou bien pour le premier caractère, et une codominance pour le deuxième caractère, vous devriez trouver les proportions, les 9 proportions suivantes. 1 sur 16, 1 sur 16, 2 sur 16, 1 sur 16, 1 sur 16, 2 sur 16, 2 sur 16, 2 sur 16 et 4 sur 16. Alors, si le croisement de F1 et F1 donne ces proportions, donc les deux gènes sont indépendants. Et si vous trouvez des résultats différents, donc les deux gènes sont liés. Maintenant, on va entamer le deuxième croisement qui est le back cross. Donc le back cross, qu'est-ce que c'est que le back cross? Donc c'est un cas exceptionnel du test cross qu'on a vu dans le monohybridisme. Alors c'est un croisement entre un individu de F1, bien sûr de phénotype dominant, avec un parent double récessif, c'est-à-dire récessif pour les deux caractères. Alors ce croisement donne généralement l'un des résultats suivants. Soit il donne 4 phénotypes
deux phénotypes parentaux et deux phénotypes recombinés avec les mêmes proportions, c'est-à-dire 25% pour chaque phénotype. Dans ce cas, la troisième loi de Mendel est applicable et les deux gènes sont indépendants. Dans le deuxième cas, vous pouvez trouver seulement deux phénotypes parentaux. Dans ce cas, la troisième loi de Mendel n'est pas applicable et les deux gènes sont absolument liés, c'est-à-dire que le phénomène de crossing over est absent. Dans le troisième cas, vous pouvez trouver à partir du backcross 4 phénotypes, 2 phénotypes recombinés avec des proportions bien un pourcentage faible et 2 parentaux avec un pourcentage élevé. Dans ce cas, la troisième loi de Mendel n'est pas applicable et les deux gènes sont relativement liés et le crossing over est présent. Alors, généralement, les phénotypes recombinés dans le cas de deux gènes indépendants résultent d'un brassage interchromosomique. Et les phénotypes recombinés dans le cas de deux gènes liés résultent généralement d'un brassage intrachromosomique. Alors, voici une fiche méthode qui représente les étapes de l'étude de chaque exercice qui concerne les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Dans la première étape, vous devriez savoir est-ce que le nombre de caractères étudiés est 1 ou bien 2. Si on a un seul caractère, on parle du monohybridisme et si on a deux caractères, on parle du dihybridisme. Dans la deuxième étape, il faut vérifier si la première loi de Mendel est applicable ou non. Alors, si on trouve une génération homogène, c'est-à-dire que la génération F1 est identique, alors les parents sont de race pure ou bien de lignée pure. Et si la génération trouvée est hétérogène, alors les parents ne sont pas de race pure, c'est-à-dire hybride. Dans la troisième étape, il faut savoir le cas de monohybridisme pour chaque caractère. C'est-à-dire, si on a par exemple un dihybridisme, il faut savoir si le premier caractère est une dominance absolue ou bien codominance ou bien un gène létal ou bien lié au sexe. Ainsi, pour le deuxième caractère, il faut savoir quel est le cas de l'un des 4. Alors, le fait de savoir qui est le cas étudié de chaque caractère permet de trouver une symbolisation, c'est-à-dire de donner des symboles pour chaque gène et pour chaque allèle. Dans la quatrième étape, le deuxième croisement, c'est-à-dire vous devriez normalement apprendre ce qu'on a dit dans le cas du dihybridisme, c'est-à-dire est-ce qu'on a le croisement entre F1 et F1 ou bien le croisement est un backcross. Alors, si on a F1 et F1, normalement, vous utilisez le tableau ici. Et si vous avez un backcross, vous allez utiliser ces données. Alors, le deuxième croisement qui est un F1 et F1 ou bien le backcross permet de savoir si les deux gènes sont indépendants ou bien les deux gènes sont liés. Bien sûr, on ne peut pas représenter ou bien réaliser l'interprétation chromosomique dans le dihybridisme sans savoir si les deux gènes sont indépendants ou bien liés. Alors, voici quelques exercices d'application de ce qu'on a vu dans cette représentation. Alors, voici un exercice dans lequel, afin d'étudier le mode de la transmission des deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les deux croisements suivants. Alors, le premier croisement entre des femelles aux yeux rouges, bien sûr, il faut souligner les yeux rouges et ailes droites. Donc, c'est le parent P1. Et des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées, c'est le parent P2. Alors, la première génération obtenue, F1,
est constitué uniquement d'individus avec des yeux rouges et ailes droites. Remarque, le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats. Alors, on arrête là. Quelles sont les conclusions ou bien les déductions qu'on peut tirer à partir de ces données? Alors, on a trouvé une génération F1 homogène, donc les parents sont de race pure et la première loi de Mendel est applicable pour les deux caractères. C'est bon? Alors, pour le premier caractère, on a trouvé une génération 100% les yeux rouges, c'est-à-dire que l'allèle responsable des yeux rouges domine ou bien est dominant par rapport à l'allèle responsable des yeux pourpres. Pour cela, on va noter grand R pour l'allèle responsable des yeux rouges et petit r pour l'allèle responsable des yeux pourpres. Alors, on a bien sûr dans le deuxième caractère, le caractère de la forme des ailes, on a trouvé des ailes 100% droites, c'est-à-dire que l'allèle responsable des ailes droites est dominant par rapport à l'allèle responsable des ailes courbées. Donc, on va noter grand D pour les ailes droites et petit d pour les ailes courbées. Alors, on a une dominance complète ou bien une dominance absolue pour les deux caractères. La remarque, le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats. Alors, à partir de cette remarque, on peut déduire que les deux gènes ou bien les deux caractères étudiés ne sont pas liés au sexe. À partir du deuxième croisement, donc vous voyez très bien que le deuxième croisement est un croisement entre des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées, c'est-à-dire un croisement entre des mâles doubles récessifs et des femelles de F1. Donc la génération F2 obtenue comporte ou bien compte, vous voyez ici deux phénotypes avec de fortes proportions et deux phénotypes avec de faibles proportions. Alors, quel est le cas? On parle ici de deux gènes qui sont liés à un linkage qui est relatif, c'est-à-dire la présence du crossing over et bien sûr la présence du brassage intrachromosomique. Alors, voici les questions de cet exercice. Donc, la troisième question, en utilisant les résultats des deux croisements, déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Donc, voici un exemple de réponse pour cette question. D'accord? Bien sûr, il faut suivre les étapes qu'on a vues dans la fiche méthode pour écrire ça. Alors, pour la quatrième question, donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement. Alors, pour répondre à cette question, normalement, vous devriez suivre les étapes suivantes. D'abord, on écrit les phénotypes qui sont déjà déduits à partir des conclusions, les génotypes et les gamètes pour chaque génotype. Et puis, on trace l'échiquier de croisement. Et bien sûr, vous devriez trouver des résultats théoriques qui sont conformes avec les résultats expérimentaux. Sinon, votre interprétation est fausse. On retourne à la cinquième question. Établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation. Alors, pour établir la carte factorielle, il faut d'abord que les deux gènes sont liés. D'accord? Et puis, on va suivre les étapes suivantes pour établir la carte factorielle. D'abord, il faut calculer le pourcentage des phénotypes recombinés ou bien des types recombinés, TR. Alors, le pourcentage des phénotypes recombinés est égal à la distance qui sépare les deux gènes, mais en centimorgans.
D'accord? Par exemple, si on trouve 23% des phénotypes combinés, on a la distance entre les deux gènes est 23 centimètres représenté par le symbole CMG. Et dans la dernière étape, il faut choisir une échelle pour faire une représentation correcte de cette carte factorielle. Alors, un deuxième exercice d'application. Donc, pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires non liés au sexe, donc vous voyez, il faut souligner que les deux caractères ne sont pas liés au sexe. On réalise le croisement de deux variétés de plantes du poids de senteur. Alors, la première à fleurs pourpres, il faut souligner fleurs pourpres et grains purs. On obtient en F1 une génération constituée uniquement de plantes à fleurs pourpres et de grains de pollen longs. Donc, vous voyez que ces deux caractères trouvés dans la génération F1 sont déjà existants chez les parents. Alors, on parle d'une dominance complète et bien sûr, l'allèle responsable des fleurs pourpres est dominant et l'allèle responsable des grains de pollen long est aussi dominant. Alors, à partir de ces données, alors que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1? Justifiez votre réponse. Alors, bien sûr, il faut suivre les étapes qu'on a vues dans la fiche méthode. Donc, d'abord, on va parler d'un déhybridisme et puis on a une dominance complète pour les deux caractères et il faut montrer quel est l'allèle dominant et l'allèle récessif pour chaque caractère. Et bien sûr, dire que la première loi de Mendel est vérifiée. Et bien sûr, les symboles sont, bien sûr, on choisit les symboles à partir des données. Bien sûr, pour la couleur des fleurs, on va noter grand R pour les fleurs pourpres et petit r pour les fleurs rouges. Grand L pour les grains de pollen longs et petit l pour les grains de pollen ronds. Alors, passons maintenant au deuxième, ou bien passons maintenant à la quatrième question. À l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les proportions des phénotypes attendus lors du croisement des hybrides F1 entre eux selon la troisième loi de Mendel. Donc, c'est la loi de ségrégation indépendante des caractères. Alors, on retourne au tableau. Alors, on a dit qu'on est dans un cas de dominance absolue pour les deux caractères. Donc, généralement, on doit trouver les proportions suivantes 1 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 9 sur 16. Donc ça, c'est dans le cas où les deux gènes sont indépendants. Sinon, les deux gènes ne sont pas indépendants. Alors, voilà la réponse pour la troisième et la quatrième, pour la troisième question. La réponse à la quatrième question à l'aide d'un échiquier de croisement, vous voyez qu'on a trouvé les proportions, les mêmes proportions qu'on a vues dans le tableau précité. Alors, afin de mettre en évidence l'exception de la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire le cas où les deux gènes sont liés, on exploite les travaux de Batson et Punnett, réalisés en 1900. Alors, ces derniers ont laissé se reproduire les hybrides de F1 entre eux, c'est-à-dire qu'on est dans un cas de croisement entre F1 ou bien F1 entre eux. Ce n'est pas un back cross. Alors, le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus en F2. Alors, bien sûr, vous voyez les proportions. Alors, je crois que vous avez remarqué que ces proportions sont différentes des proportions qu'on a obtenues dans
l'interprétation chromosomique où les deux gènes sont indépendants. Alors, comparez ces résultats avec ceux obtenus en répondant à la question numéro 4. Que peut-on conclure à propos du mode de transmission de ces deux caractères? Bien sûr, les proportions ici sont différentes des proportions 1 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 9 sur 16. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On va déduire que les deux gènes sont liés. Alors, voici la réponse de la 5e question. Vous voyez la déduction.